If you can't find a good shot, you should look for the good shot. Playing basketball, reverse. C'est un jeu. Un jeu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le jeu et je me retrouve aujourd'hui avec Théo. Comment ça va Théo ? Ben, ça va très bien, c'est toujours cool de te rejoindre pour parler basket en détail, donc je suis ravi d'être là. Aujourd'hui Théo, on va parler des grandes révolutions, des prochaines grandes révolutions dans le basket. Et pour commencer, on va peut-être parler de ce qui s'est passé justement dans les années précédentes. Quelles ont été les grandes révolutions dans le basket selon toi, de tes souvenirs et même dans tes archives de journaliste. Il y en a forcément eu un paquet. Ce qui est passionnant, bon, c'est pas propre au basket, hein. Je pense que c'est aussi vrai d'autres sports ou d'autres activités, mais c'est de voir les évolutions à travers le temps, à quel point finalement les choses évoluent, changent. Mm-hmm. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est que le concept de certitude, tu vois, c'est vraiment un concept qui est pas éphémère, mais qui est futile, parce qu'en fait, des choses qu'on pensait avoir pour acquises, finalement, on se retrouve rapidement ou quelques années plus tard à dire non, tout remettre en question. Donc il y a eu pas mal d'évolutions. J'ai l'impression qu'en ce qui concerne le basket, il y en a quand même le rythme finalement est souvent été au centre des évolutions du jeu. Entre les moments où ça va très vite, ça se ralentit, ça repart, il y a toujours cette espèce de yo-yo. J'ai l'impression que c'est finalement le rythme est vraiment un élément important des principales transformations qu'il y a eu dans le basket. En NBA, il y a surtout eu aussi l'influence des règles, parce que bien sûr, les règles ont souvent été modifiées. La ligne à 3 points a changé pas mal de choses. En Europe, c'est vrai qu'on a eu une influence, je trouve, plutôt récente du jeu et qui a été influencée par la NBA, notamment sur ce que tu disais, sur le rythme du jeu, l'utilisation du tir à 3 points. C'est vrai que oui, la manipulation des règles du jeu contribue à ce qu'il y ait des évolutions aussi au niveau de la manière dont le basket est pratiqué. Mais tu vois, tu disais, moi, tu étais flatteur, mais à mon grand âge, moi, j'ai connu encore moi, j'ai joué des matchs qui se jouaient en demi-temps. Ouais. J'ai joué des matchs où il y avait une horloge qui était à 30 secondes. Donc, tu vois, ces modifications-là, je les ai vécues. C'est vrai qu'on oublie, on oublie très vite ces dynamiques. Oui, c'était en demi-temps, 2 fois 20 minutes. Et finalement, c'est vrai que ceux qui ont commencé le basket récemment, ceux qui sont beaucoup plus jeunes que nous, ils ont toujours connu les 4 quarts temps, même en Europe, mais c'était pas le cas. C'était pas le cas, c'était une grosse différence. Il y a que la NCAA, franchement, qui est resté sur ça. 15 km en retard par rapport à la manière dont le basket se pratique partout à travers le monde. Mais ça, c'est l'horloge des 24 secondes, vraiment, ça a été une énorme transformation. Ouais, tu fais bien de le dire. Moi, j'ai noté dans les grandes révolutions, comme tu dis, le rythme de jeu. Dans les années 60, il y a vraiment eu une grosse révolution à ce niveau-là. On est passé de 101,1 possessions jouées par équipe en moyenne en 1956-57 à 119,7 possessions jouées la saison suivante. C'est énorme en moyenne par équipe. Et on est même passé à 127 possessions jouées en 1960, donc la saison 1960-1961, avec 109 tirs pris par équipe par match. Enfin, en moyenne, c'est énorme. Et en fait, on se rend compte que Bill Russell et Wilt Chamberlain ont été les moteurs en fait, de cette révolution, parce que notamment grâce au jeu rapide, le fait que ces intérieurs créent beaucoup de contres, d'interceptions, et derrière, c'était des intérieurs qui relançaient. Il y a vraiment eu cette notion de... tu vois, les outlet passes qu'on dit, les passes, il y a les passes baseball à une main. Ouais. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on appelait ça la passe baseball. Moi, c'est plus une passe foot américain. Moi, j'ai tendance à l'appeler comme ça. Et c'est vrai qu'ils ont été vraiment des précurseurs sur ces pivots qui donnent de la relance, en fait. Oui, et puis ils ont contribué aussi à façonner le sport, parce que c'est 2 athlètes incroyables. Mm-hmm. Si vous cherchez soit des images, soit des vidéos de Bill Russell jeune ou de Wilt Chamberlain, c'était des athlètes hors normes, et justement qui ont pu développer leur qualité athlétique, les mettre au service du jeu, et ça a été peut-être, effectivement, tu as raison, l'une des premières transformations, faire de ce sport un jeu tout-terrain où il faut courir, parce que finalement, il y a une vérité qui était vraie à l'époque, qui est toujours vraie aujourd'hui, c'est qu'un tir sur jeu rapide a toujours un meilleur pourcentage de réussite que n'importe quel autre tir dans le jeu, quoi. Ouais, de toute façon, j'ai des stats aussi sur ça. J'imagine. On en reviendra dessus à la fin de l'émission. Mais tu vois, pour te parler, on parle souvent de Bill Russell sur son côté défensif,
mais ça a été vraiment un vrai vecteur et un moteur d'attaque incroyable pour les Celtics. Tu vois, sur ces années-là, quand je te parlais de Wilt et Bill Russell, c'était 136 possessions jouées par les Celtics en moyenne et 133 pour les Warriors de Philly à l'époque avec Wilt Chamberlain. Donc, on voit l'influence directe de ces deux joueurs pour leur équipe et pour l'attaque et pour cette notion de jeu rapide. Ouais, et puis cette articulation défense vers l'attaque, en fait, gagner la balle pour pouvoir ensuite générer rapidement du jeu offensif. Ouais, et après, dans les années 70, justement, ce qu'on appelle la pace, le nombre de possessions jouées, est redescendu progressivement. On est passé à 115 possessions jouées. Puis, on est vraiment dans les années 80 déjà, il y a eu cette mutation où finalement le jeu sur demi-terrain a pris de plus en plus de place. Peut-être aussi parce que les coachs se sont développés au niveau de la tactique, la stratégie. Et les coachs ont voulu avoir aussi plus de contrôle sur le jeu avec des joueurs différents aussi. On a eu l'émergence de Larry Bird, des joueurs comme ça, très intelligents aussi, et qui étaient capables de manipuler des défenses placées en fait, sur demi-terrain. Je pense que la défense a progressé aussi et s'est organisée autour du repli défensif et donc a naturellement forcé l'attaque à changer elle aussi. Et il y a aussi cette notion, enfin, on parle souvent aussi des Lakers de Magic. Finalement, tu vois, quand on regarde sur les statistiques en termes justement de possession, de pace, c'était pas du tout au niveau de ce que je te disais avec les Celtics de Russell. Mais comme tu dis, c'est aussi une adaptation au jeu. Et finalement, si le jeu rapide s'est développé dans les années 60, c'est aussi parce que tu avais Bill Russell, tu avais ces grands-là qui étaient proches du cercle. Les meilleures situations, comme tu disais, pour éviter que ces grands soient placés, c'est de jouer rapidement. Et après, comme tu dis, le jeu se nourrit toujours des forces des joueurs et du coup les défenses s'améliorent. On en a parlé longuement de toute façon, dans l'épisode sur la défense. Et on a eu aussi justement cette ère où c'était un peu moins fun en fait pour le basket, un jeu très physique, très sur le jeu porté sur le jeu intérieur avec des intérieurs dominants où là typiquement quand je te parlais de pace, de possession jouée, c'était réduit au minimum comme le nombre de tirs. Et finalement, les scores se sont ressentis dans ces années 90 avec tous ces big men, Patrick Ewing, Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, Robinson, Malone, Barkley. Voilà, je pourrais citer Tim Duncan aussi. Mais c'était vraiment des années 90, un jeu beaucoup plus rugueux, beaucoup plus basé sur le jeu intérieur et très physique en fait. Oui, tu parlais de l'influence des coachs aussi sur le contrôle, parce qu'en Europe, c'est les années de Bozidar Maljkovic, où on joue jusqu'à la 29e seconde, justement, on en parlait, tu vois, avec un jeu très défensif, très, très, très contrôlé, où vraiment on veut occuper au maximum l'horloge de manière à moins laisser de temps à l'adversaire. C'était totalement une autre manière de voir le jeu. Ouais, réduire le rythme du jeu pour avoir aussi plus de contrôle sur le jeu. Ouais, c'était ça l'idée. Tu fais bien de parler justement de ce qui se passait aussi en Europe dans ces années-là. Ensuite, on l'a dit, et j'en ai pas parlé, mais il y a le tir à 3 points aussi qui a intervenu dans les années 80, du coup NBA, qui a mis du temps vraiment à être utilisé. Et ça, on va le voir après sur les années 2000, avec notamment les Suns en 2004, qui, eux, sont arrivés vraiment avec cette notion d'efficacité, des statistiques. Un jeu basé finalement sur les statistiques où on se rend compte que le tir à 3 points, alors certes, en termes de réussite, c'est moindre que des tirs au cercle parce que c'est 35% en moyenne, mais c'est 35% quand tu reprends avec la valeur du tir, tu te rends compte que c'est plus efficace que du jeu en isolation qui était pratiqué notamment sur du post-up à l'époque dans ces années-là. Oui, ce qui était passionnant avec les Suns, honnêtement, c'était, tu parlais de pragmatisme, c'est ça en fait, c'est de se dire, imaginons qu'on enlève l'horloge, qu'on ne regarde pas le temps. Quel est le meilleur tir en fait ? Le meilleur tir, ça va être le tir le plus ouvert. Et qu'en fait, l'une des idées de fameux second or less, c'est que si tu pousses le rythme, souvent, la philosophie de Mike D'Antoni, c'était de se dire c'est dans les 7 premières secondes de la possession qu'on va trouver le tir le plus ouvert. Et si c'est ce tir le plus ouvert qui a le plus d'efficacité, eh ben on va prendre ce tir en fait. Et c'est vrai que ça a été perçu un peu comme une révolution à l'époque, parce que ça allait à l'encontre de ce qui s'était passé avant. Et ce qui est très drôle, finalement, c'est quand tu regardes la manière dont jouaient les Suns et que tu la compares à la manière dont joue une équipe lambda aujourd'hui. Et même Mike D'Antoni l'a dit à plusieurs reprises, Steve Nash aussi, il disait on aurait dû jouer plus vite, on aurait dû prendre encore plus de tirs à 3 points. Mais voilà, quand tu es pionnier,
c'est toi aussi qui ouvre une porte. C'est dur de C'est te ça. dire tout de suite, oui, c'est sûr, j'ai raison, il faut qu'on aille à 2000%. Ce qu'ils avaient fait à l'époque était déjà révolutionnaire. Ouais. Même si Don Nelson a été pour moi T'as raison. l'un des premiers, vraiment, ce run and gun là, il vient aussi de lui. Même à l'époque des Bucks, quand il a entraîné les Bucks dans les années 80, Don Nelson, il avait déjà cette philosophie, en fait, déjà de sortir aussi, de jouer avec des 5 qui n'étaient pas forcément des 5 qui jouaient dans la raquette. Lui, le spacing, cette notion de d'écarter le terrain, il l'a toujours eu. Après, avec les Warriors et après, avec les Mavericks, on s'en souvient, avec Nowitzki, avec Nash aussi. Donc, cette idée d'écarter le jeu et aussi de miser sur le tir à 3 points pour trouver des brèches. Et ensuite, cette notion, comme tu dis, de trouver le meilleur tir tôt dans la possession, finalement, le jeu rapide qui revient. Ouais, mais du coup, j'en profite. Je suis désolé. Je fais une aparté sur Don Nelson. Je vais pas faire long, je promets. C'est promis. Mais tu sais, dans le tout premier épisode du jeu, tu avais dit que c'était très dur d'évaluer des entraîneurs. Don Nelson, c'est un entraîneur qui a été révolutionnaire à tellement d'aspects et que finalement, c'est jamais le premier auquel tu vas penser en disant l'un des meilleurs coachs de tous les temps. Mais si tu parles de rythme, tu parles d'utilisation du tir à 3 points, le positionless basketball, franchement, en NBA, ça a été le premier en fait à se poser ces questions-là, de se dire, bon, on s'en fiche des étiquettes et j'ai Manu Ball, et je vais lui dire de prendre des tirs à 3 points, même si ça, c'était peut-être un petit peu gimmick, mais ça, après, c'est quelque chose qui était cher à son cœur. Et ouais, du coup, j'ai donné ses fleurs à Don Nelson parce que vraiment, c'est un coach qui a été révolutionnaire à bien des aspects. Ouais, c'est bien que tu le mentionnes parce que derrière, je ne sais pas si on le voit, mais il y a le livre GOAT. Ouais. Et justement, je l'avais mis dans mon top 10 des GOAT des entraîneurs, justement pour ce côté révolutionnaire. Et malgré le fait qu'il y ait un palmarès qui est vide, ça a été l'un des entraîneurs les plus influents, je pense, de son époque, en tout cas complètement révolutionnaire. Tu parlais justement de ce côté positionless. Tu as eu vraiment cette montée du small ball dans les années 2010, notamment avec le Heat, qui a été la première équipe à gagner avec le small ball. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, ça me paraissait très bizarre en fait d'avoir Chris Bosh au poste 5 et d'avoir que des ailiers. Moi, la première réflexion que j'avais, c'est si ils se font, il y a des adversaires qui vont jouer au poste bas, ils vont se faire manger. Et en fait, non, pas du tout, parce qu'il y avait cette notion aussi de défense très dynamique, défense très agressive. On en a parlé sur l'épisode sur la défense, avec ces défenses en switch, ces défenses en aide, très proches des défenses de zone, mais finalement avec des ailiers très longs. On parlait de Shane Battier, Chris Bosh, LeBron James, Dwayne Wade. Il y avait beaucoup de longueur sur le terrain, beaucoup de dynamisme aussi sur les lignes. Et finalement, Miami a quand même révolutionné quelque part la manière dont le jeu a été pratiqué, parce que les Spurs se sont inspirés du Heat pour les battre. Oui, exactement. Ils ont dit, on va faire comme vous, mais en mieux. Ouais, parce qu'après, les Spurs ont fait jouer Boris Dio en poste, entre guillemets, poste 5 sur ces finales 2014, qui a vraiment déréglé un peu le Heat, en tout cas, qui a permis aux Spurs de jouer son jeu, son magnifique jeu en 2014, son jeu en mouvement, avec justement un côté positionless, quoi. Complètement. En fait, ce qui était intéressant pour ce que tu parlais du 8, c'est qu'il y avait à la fois le fait de se dire, Chris Bosh, on va compter sur sa mobilité pour pouvoir l'écarter du cercle si on en a besoin, et lui demander à la fois de protéger le cercle, mais aussi de s'écarter. Et des joueurs comme Shane Battier, il y avait de la longueur, ou LeBron, mais il y avait aussi de la dureté. C'est-à-dire que c'était des joueurs qui, même s'ils étaient plus petits que des intérieurs classiques, avaient suffisamment de dureté finalement pour résister, notamment sur les prises de position. Et l'intelligence de jeu aussi, bien sûr, hyper importante. Donc je parlais de cet avènement du small ball avec le Heat, avec les Spurs, mais avec les Warriors aussi. Là, je pense que finalement, j'ai l'impression que, alors je ne sais pas pourquoi, mais avec le Heat, on voyait qu'il y avait une évolution, mais on ne se rendait pas compte que c'était peut-être une révolution, même si le terme est peut-être un peu galvaudé. Mais avec les Warriors, en fait, c'était tellement manifeste, à la fois parce qu'ils jouaient petits, à la fois aussi parce qu'il y avait un volume de tir à 3 points qu'on n'avait encore jamais vu. Le fait que, en gros, Stephen Curry ait redéfini la géométrie du terrain de basket, entre ce qu'on considérait comme des mauvais tirs sont devenus finalement des bons tirs aux mains d'un joueur qui était capable de les rentrer tout simplement. Et ça a été un vrai shift en fait, et qui fait que derrière
Voilà, il a redéfini la géométrie du terrain de basket à tel point que ça, je pense qu'il n'y aura pas de... Les évolutions vont dans un sens ou dans l'autre, mais cette évolution-là, je pense que ça ne reviendra pas en arrière là-dessus. Ouais. Mais finalement, les Warriors, ils ont souvent été reconnus pour ce côté attaque Oui. et pas forcément pour ce côté T'as raison. défensif, avec cette death line-up qui était complètement folle avec Draymond Green, Iguodala, Harrison Barnes. Là, on parle de joueurs qui mesurent à peine 2 mètres. Enfin, peut-être un peu plus par Harrison Barnes, 2 mètres 3, il me semble, mais qui sont incroyablement longs, forts aussi, capables de contenir des vrais postes 5. Et finalement, là où la finale contre Cleveland a vraiment basculé, c'est quand la death line-up a commencé justement et ça a complètement déréglé et ça a forcé, comme on disait sur l'épisode sur la défense, sur l'évolution de la défense, ça a forcé Cleveland à jouer un jeu d'isolation, de mismatch, jouer sur ces mismatchs, et alors que c'était pas la meilleure façon, enfin en tout cas ça leur a fait perdre des points d'attaquer comme ça. Ouais, non, complètement. Et puis, cette polyvalence, en fait, de te dire aussi que la création du jeu, c'est plus la responsabilité d'un seul joueur qu'on a appelé meneur de jeu et qui va créer pour tout le monde. Je fais un raccourci. Mais maintenant, l'idée, c'est d'avoir le plus de joueurs qui peuvent générer du jeu avec leur manière différente et de se dire, bah oui, Stephen Curry, effectivement, il est listé en meneur. C'est l'un des joueurs qui crée du jeu, mais finalement... c'est un co-créateur avec Draymond Green qui est tout aussi un moteur de notre jeu offensif. Ben, c'est très bien que tu en parles parce que justement, il y a un autre joueur de cette même génération qui a suscité beaucoup de débats, c'est James Harden. Moi, je voyais souvent dans des commentaires quand je pouvais faire des vidéos sur ma chaîne sur James Harden, mais James Harden, c'est un meneur de jeu. Alors que pour moi, je ne vais jamais catégoriser James Harden comme un meneur de jeu, c'est plus un profil arrière, mais en réalité... c'était lui le système, comme il le disait. Et les postes ont été redéfinis. Il y a des postes 5 qui finalement étaient les meneurs de jeu de leur équipe. Je pense à Joachim Noah à l'époque des Bulls, où Derrick Rose était très dans la percussion, mais finalement, celui par qui tout passait, finalement, c'était parfois Joachim Noah, qui était une sorte de hub offensif, comme on peut voir aujourd'hui avec Jokic, avec Sabonis. Ça a redéfini un peu la façon des postes de jeu ont été redéfinis en fait par ces joueurs. Complètement. Et tu vois, j'ai forcément un petit côté nostalgique quand je repense à des joueurs du passé et je me dis mais à quel point ils se seraient épanouis dans le basket actuel. Je pense à notamment des joueurs européens, je pense à des gars comme Tony Kukoc, à Arvydas Sabonis. Et franchement... Les Blazers auraient pu jouer d'une certaine manière, un peu comme les Nuggets jouent, en vraiment se disant bah non, on va passer par ce joueur qui peut tirer loin, qui a un passeur exceptionnel, etc. Et il y a tout un tas de joueurs comme ça, je pense qu'ils seraient vraiment éclatés dans le basket moderne. Les Divac aussi, même s'ils ont été exploités aussi par ce côté créateur, les Sabonis aussi, Arvydas Sabonis. Bon, je parlais du fils, mais le père c'était quelque chose. C'est vrai qu'ils ont été exploités déjà à l'époque par leur qualité de playmaking, mais c'est vrai qu'à l'ère moderne, enfin aujourd'hui, on aurait pas... La question ne se poserait pas en fait. Voilà, tu dis, non, c'est lui le meilleur créateur, on va faire passer le jeu par lui en fait. Il y a une notion qui est très importante aussi, qui a pris de plus en plus d'influence, on parlait des Suns, c'est l'apport des statistiques dans la manière de jouer. Et je parlais de Miami, en termes d'efficacité, on a vu vraiment un shift, donc un changement vraiment de la hausse de l'efficacité. Je vais te sortir un chiffre. Phoenix a été la première équipe à dépasser les 55% à l'effective field goal. Donc l'effective field goal, c'est un pourcentage qui redéfinit, qui prend en considération, qui revalorise le tir à 3 points. Pour comparaison avec le true shooting percentage, le true shooting considère aussi les lancers francs, pas l'effective field goal. En tout cas, en termes d'effective field goal, Phoenix a été la première équipe à dépasser les 55% de réussite. Et Miami a pris le relais en atteignant un chiffre de 55,7%. Donc dans des années 2012-2013, cette saison-là. Et en fait, le truc, c'est que c'était une équipe qui prenait de plus en plus de tirs à 3 points et de plus en plus de tirs au cercle. Et avec le côté aussi de jeu de relance, de trouver le tir le plus efficace. Et on a vu que les équipes, aujourd'hui, dans cette ère-là, l'ère où on est finalement, sont très influencés par les statistiques pour construire leurs attaques, tout simplement. Ouais, complètement. Et alors, c'est marrant parce qu'en fait, l'utilisation des statistiques
beaucoup fait polémique finalement, notamment auprès des anciens joueurs ou d'anciens entraîneurs. C'est toujours la manière dont tu t'en sers qui fait la différence. On sait aussi que la NBA, c'est ce qu'on a communément, on l'appelle, on dit que c'est une copycat league, dans le sens où quand quelque chose fonctionne, tous les autres vont essayer de copier et de faire la même chose, même s'ils n'ont pas forcément les mêmes spécificités. Et ce que je trouve intéressant, parce qu'il y a eu un moment où effectivement le côté, soit c'est des tirs au cercle, soit c'est des tirs à 3 points, c'était qui était James Harden en était le meilleur exemple en fait. Tu vois, c'était moi en tant que spectateur simplement, j'ai trouvé que c'était parfois un peu lassant finalement de voir uniquement. Et là, ce qui est intéressant ces dernières années, je trouve, on voit qu'il y a un retour finalement à une plus grande diversité des tirs pris. Et voilà, c'est toujours dans ces notions d'évolution, de révolution. Il y a quand même le principe du balancier où quand c'était d'un côté, ça finit toujours par revenir un peu de l'autre, et puis il y a ce mouvement perpétuel. Ouais, ben comme tu dis, de toute façon, le fait que, au bout d'un moment, quand tu es une équipe qui révolutionne le jeu parce que tu prends 20 tirs à 3 points de plus, si toutes les équipes le font, bah finalement, tu perds ton avantage concurrentiel. Ouais. Donc, ça rééquilibre aussi les forces. Mais juste pour revenir sur la notion d'efficacité, tu as Golden State, du coup, qui a dépassé ce chiffre-là avec 56,5% à l'effectif field goal. Et ensuite, on a eu des chiffres complètement ahurissants avec Brooklyn en 2020-2021 qui a atteint 58,2%. Ça reste la plus haute, le plus grand effectif field goal, et qui a été égalé par Boston, donc en 2023-2024, et Cleveland l'année dernière. Donc là, on voit qu'on est quand même dans une ère où l'efficacité, c'est un critère qui est clé vraiment pour construire ton attaque. Ouais. Chercher le tir le plus efficace. Alors, ça peut être un tir à 3 points, ça peut être un tir au cercle. En tout cas, on cherche à mettre les bons joueurs aux bons endroits et attaquer pour être le plus efficace possible, tout simplement. Et ce qui est intéressant, pour revenir sur cette notion de statistique et l'exemple de Cleveland, je pense que c'est un bon exemple où tu as le sentiment qu'il y a une espèce vraiment de manière de façon d'envisager la performance et le basket qui est complète, et où c'est pas les statistiques qui donnent le ton ou le coaching staff qui donne le ton, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut se servir de tout ça de manière à ce que ça s'imbrique pour avoir effectivement ce dont tu parlais, la plus haute efficacité. Ouais, et tu parlais du coup justement le fait que Golden State prenne beaucoup de tirs à 3 points, ça s'est retranscrit aussi, et moi je parle de révolution par le tir à 3 points, parce que quand on regarde la fréquence des tirs à 3 points, c'est devenu quelque chose qui est devenu récurrent, en tout cas en NBA, mais aussi en Europe, parce que l'Europe a aussi suivi ce modèle-là en prenant de plus en plus de tirs à 3 points. Juste pour te dire, en 2018-2019, ça a été la première fois que les équipes en moyenne prenaient plus de tirs à 3 points que de tirs à mi-distance. Donc ça, c'est quand même une évolution qui est importante, parce qu'en 2006, il y a quasiment 50% des tirs qui étaient pris à mi-distance. En 2015-2016, c'est passé à 38%. En 2018-2019, c'est passé à 30%. Et comme je t'ai dit, le chiffre s'est fait en 2019-2020 avec plus de tirs à 3 points que de tirs pris au cercle. Enfin, ça, c'est quand même dingue. Et l'an passé, on était à 38,7% de tirs globaux qui étaient pris à 3 points. Ouais, avec... quasiment 40%. Enfin, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. On a beaucoup parlé, notamment au sujet de Boston. Ouais. Alors là, c'était vraiment le truc pris à l'extrême. Mais oui, mais c'est une bonne illustration. Eux, ils étaient à 50%, carrément. Et pour te dire que voilà, le tir à 3 points est vraiment devenu un point clé en fait, du jeu actuel. Et tu sais, c'est d'autant plus drôle que... c'est de voir que pendant des années, les joueurs européens en NBA avaient une étiquette de joueurs soft, etc. Et on disait, tout ce qu'ils veulent, c'est prendre des tirs, c'est que des shooters, c'est pas ça le basket. Et quand tu vois aujourd'hui l'évolution du jeu, c'est assez aussi significatif de la manière dont ce sport est, enfin de sa globalité finalement. Et on en parlait dans l'épisode sur la défense, du fait qu'il y a beaucoup d'options défensives, ou du moins d'inventivité au niveau coaching en Europe. Et maintenant, tu sais, c'est pas seulement tu le sens, c'est que tu sais que les coachs NBA regardent ce qui se passe en Europe aussi pour en tirer des idées qui vont appliquer ensuite en NBA et inversement. Ça n'a jamais été aussi global, je pense. C'est ça. Ouais, tout à fait. De toute façon, on voit très bien que des entraîneurs en Europe vont aller en NBA. Certains passent de NBA à l'Europe. Les barrières ont sauté par rapport à ça. Justement, le fait qu'il y ait plus de tirs à 3 points a aussi créé une autre évolution. C'est l'augmentation de la réussite sur les tirs près du cercle, enfin pris au niveau du cercle. Et là, on est passé sur des niveaux d'efficacité. On était à 58% sur les tirs pris au cercle en 2005, puis 60% en 2015
et on est passé à 66% en 2025. Donc là, c'est quand même un gap qui est énorme. Donc cette barre symbolique des 65% de réussite sur les tirs pris au cercle a été atteinte en 2021-2022. Oui. Et qui coïncide du coup avec le fait qu'on prenne aussi plus de tirs à 3 points. Bien sûr. Ça a libéré le cercle. Enfin, C'est ce que j'allais dire, tu fais bien de les mettre en relation les deux. C'est effectivement la nécessité de défendre de manière plus agressive les tirs à 3 points a ouvert des espaces près du cercle. ouais. Une des autres évolutions que j'ai notées vraiment sur les 5 dernières années, 2020-2025, c'est cette notion de jeu des possessions. Le fait de vouloir prendre plus de tirs finalement que l'adversaire via le rebond offensif, via la création de pertes de balles. Et aussi, ce qui peut aussi augmenter ta réussite, c'est provoquer des fautes ou justement ne pas faire de fautes. Et on voit qu'il y a des équipes qui se sont spécialisées dans ça. Quand on regarde, par exemple, les Rockets, ils sont devenus experts sur les rebonds offensifs. Et ça, c'est vraiment des notions qui sont devenues très, très fortes dans le jeu moderne. Et on parlait de statistiques. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les 4 facteurs de performance. Il y a notamment le rebond offensif, la création de pertes de balles, l'efficacité et justement le fait de provoquer beaucoup de fautes ou au contraire, en défense, le fait de ne pas concéder beaucoup de lancers francs. Et ça a vraiment influencé le jeu avec des équipes, comme je te disais, les Rockets. Par exemple, les Celtics aussi qui font très peu de fautes sur tir. Leur défense est basée sur ça. Oui, mais ces notions-là sont chères à mon cœur parce que le rebond offensif, c'est un aspect du jeu que je trouve très intéressant. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça, c'est vraiment des notions qui sont réplicables à tous les niveaux, en fait. C'est pas propre au jeu au haut niveau. Et effectivement, tu vois, autant on sait que dans un match, on maîtrise pas tous les paramètres d'un match. Quand les deux équipes veulent gagner, tu maîtrises pas l'adresse. Tu peux essayer de jouer sur l'adresse de l'adversaire, mais ta propre adresse, tu la maîtrises pas complètement, etc. Autant finalement, tu vois, le nombre de possessions, c'est quelque chose que je trouve parfois plus tangible. Et j'ai le sentiment que parfois, tu peux avoir une influence plus directe là-dessus, et notamment par le fait de jouer ou non le rebond et par ta discipline en défense sur ce que tu vas demander pour concéder ou non des lancers francs. Et justement, et grâce à toi, j'ai découvert le tag-up. Tu es le premier à m'avoir parlé de cette notion. C'était Adam Fearn, c'est ça? C'est Aaron Fearn. Aaron Fearn, qui est un coach australien. Exactement. Qui a donc... alors, c'est peut-être pas le premier, mais en tout cas, tu m'as parlé de lui justement sur cette notion sur le rebond offensif, mais qui préparait aussi à la transition. Aujourd'hui, on le voit, l'équipe de France le fait. Exactement. Le Paris Basket, c'est, je pense, l'équipe qui a vraiment popularisé le fait de justement taguer sur rebond offensif. Alors, le fait de taguer, c'est le fait de finalement se coller au dos de son adversaire direct pour justement, derrière, pouvoir gratter le rebond. En étant en contact, on peut gratter plus facilement des rebonds et au pire des cas, on est tout de suite face à son joueur pour la transition. Exactement. Et en fait, il y a cette idée, de... Je vais peut-être te faire rire, mais moi, comme le tag-up, c'est pas très parlant, moi, je l'ai remixé à ma manière. Moi, j'appelle ça coller serré. Ouais. Parce que voilà, c'est un peu imagé. Et l'idée, c'est d'aller coller son adversaire direct et ensuite de le serrer en le ramenant vers la peinture de manière à perturber la sortie de balle. Et comme tu l'as dit, de pouvoir, dans le meilleur des cas, récupérer le rebond offensif. Sinon, de créer ces situations de 50-50 où la balle va être touchée par un joueur, être en l'air, au sol. Et finalement, ces situations-là, c'est toujours l'équipe qui est la plus préparée à livrer un combat qui va ressortir vainqueur. Ouais. Donc toi, si tu es déjà agressif, tu as déjà un avantage là-dessus. Ou dans le pire des cas, ce que tu disais, si la balle est contrôlée par le rebond défensif, tu es prêt déjà à perturber la sortie de balle et à exercer une pression défensive. Ouais, juste j'illustre pour ceux qui nous regardent sur YouTube. L'idée de taguer, c'est par exemple un joueur qui prend un tir. L'idée, c'est de se coller tout de suite au joueur. Parce que si la balle rebondit, typiquement, lui, il peut prendre le rebond. Lui, si c'est un rebond long, il peut prendre le rebond. Et en tout cas, si l'adversaire récupère la balle, on a chacun des joueurs qui est face vraiment à son vis-à-vis. Et ça empêche justement cette notion de contre-attaque. Ouais, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a été développé parce qu'il y a eu un moment... Alors, dans les années 90, avec les big men qui étaient dominants, le rebond, c'était quelque chose qui était essentiel dans le jeu. Nous, on travaillait à l'entraînement. Il y avait du travail technique autour du rebond. Avec l'évolution du jeu, le fait qu'il y ait de moins en moins de big men, finalement, les équipes ont arrêté d'une certaine manière d'envoyer les gens au rebond offensif et se sont concentrés sur le repli défensif pour justement essayer de contrôler au mieux la défense. Et donc, par effet inverse,
le travail d'écran retard a baissé en fait. Et il y a des équipes, tu vois, étaient moins expertes dans les écrans retard, donc étaient moins habituées à être contestées là-dessus. Et c'est de là qu'est venue l'idée entre autres, je paraphrase un petit peu ce qu'Aaron Ford expliquait quand j'ai entendu parler de ça. Il s'est dit, bah non, mais il y a peut-être finalement une option à aller chercher parce que les habitudes ont changé. Et maintenant, c'est assez marrant parce que sur ces dernières années, tu parlais de l'équipe de France qui le fait, il y a de plus en plus d'équipes NBA qui le font, des équipes pro, le Paris Basketball, etc. Quasiment toutes les équipes maintenant. Voilà. Et donc maintenant, à nouveau, les équipes vont être plus expertes dans le fait de sécuriser le rebond défensif. Donc, il y aura peut-être moins d'intérêt à jouer le rebond offensif. Et on en revient toujours à ça. Évolution, révolution, ça bouge. Il y a toujours ce va-et-vient. Et même au niveau amateur, je vois de plus en plus. Moi, c'est un truc que je fais depuis que tu m'en as parlé. J'ai mis en place très rapidement. Et je vois de plus en plus d'équipes qui le font. Et le fait que quasiment toutes les grandes équipes le font, forcément, ça inspire. Et justement, sur l'épisode de la défense, on parlait des fondamentaux de la défense. J'ai peut-être oublié un truc et qui correspond à ce jeu des possessions. C'est le fait de contraindre l'adversaire à ne prendre qu'un seul tir par possession. Oui, tu as raison. Et ça, c'est très important parce que quand on parle de jeu de possession, finalement, alors le terme est peut-être pas bon. C'est le terme qu'on utilise pour traduire ça, mais c'est finalement avoir plus de munitions que l'adversaire. Donc, c'est plus le jeu de est-ce que je prends 10 tirs de plus que toi, est-ce que j'en prends 20 ? C'est ça en fait. Certaines équipes ont une marge grâce à ça. Je pense au Magic, qui est une équipe qui est très bonne sur le jeu des possessions, alors qu'elle est très faible en attaque, mais parce qu'elle arrive aussi à limiter au maximum les munitions de son adversaire grâce justement au rebond, pour le coup, au rebond défensif. Pas beaucoup de rebonds, et aussi au rebond offensif. Ils se donnent plus de marge alors qu'ils sont plus mauvais sur la réussite. C'est exactement ça. Et c'est marrant parce qu'en fait, encore une fois, on est passé d'un basket où on ne pouvait pas jouer s'il n'y avait pas de grands, à un moment on s'est dit, non, c'est que du small ball, on n'a plus besoin des grands. Et là, si tu regardes à nouveau, je vais prendre l'exemple de la NBA par exemple, mais tu vois Houston qui joue avec 2 grands, en fait, avec Sengun et Stephen Adams, parce qu'il y a cette notion de rebond offensif et de rebond défensif qui est hyper important. Donc les grands retrouvent une place dans le jeu et même retrouvent une place proche du cercle. Ça ne veut pas dire que tu peux plus forcément effectivement te contenter d'être performant en attaque, notamment proche du cercle, mais ça va très vite. Tu vois, en 3-4 ans, on passe de se poser la question de savoir si c'est la fin des big men à se dire, non, on a quand même toujours besoin d'un Chet Holmgren, les évolutions ne sont jamais définitives, c'est ça que je veux dire. Et même sur des courtes séquences, ça peut être utilisé. De toute façon, on est dans un sport qui est de plus en plus cérébral, et un match peut jouer sur 5 minutes. Et si sur les 5 minutes, tu as ces 2 big men qui te permettent justement d'inverser le cours du match grâce à des rebonds offensifs et des points en plus grâce à ça, forcément, ça va jouer. Donc, pour continuer sur cette révolution, je vais te parler de la rentabilité des tirs. Je te disais, j'avais des stats par rapport à ça. Aujourd'hui, un tir à 3 points, quand on prend en points par tir, il te rapporte 1,08 points par tir. Un tir au cercle, il te rapporte 1,32 points par tir. Et un tir en mid-range, donc à mi-distance, il te rapporte 0,88 points. Donc là, on voit très bien, c'est explicite, que le tir le plus rentable, c'est le tir au cercle. Et finalement, le tir en mid-range, qui était très pratiqué dans les années 90, 0,88, et en plus, c'est des stats en 2025. Donc à l'époque, ça devait être encore plus faible. Là, quand on parle de justement utiliser les statistiques pour booster ton efficacité en attaque, c'est un rôle clé en fait. Parce qu'on reste sur un sport où l'efficacité, sport d'adresse, ça reste hyper important. Mais ce qui est alors, tu as totalement raison, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'effectivement, si les équipes maintenant se concentrent avant tout sur les tirs au cercle ou les tirs à 3 points et sur leur efficacité là-dessus, les défenses sont obligées de se concentrer sur protéger le cercle, protéger les tirs à 3 points, et du coup, ça réouvre malgré tout des espaces dans le mid-range, et on se rend bien compte que notamment, encore une fois, je vais donner l'exemple de la NBA, mais c'est vrai pour les autres baskets, que des phases finales de play-off ou de finale NBA, tu as toujours quand même besoin d'un joueur qui va être capable de se créer son tir, notamment dans cette zone du mid-range. On se rappelle de Kawhi Leonard avec Toronto, ou Jimmy Butler avec le Heat. Le fait que finalement, cette valeur des tirs, elle est importante, elle est primordiale, mais elle est liée à un contexte. Et qu'un contexte d'un match d'octobre de saison régulière ou de novembre de saison régulière, c'est pas le même que celui d'un Game 6 de play-off. Mais tu as raison de le dire, parce que justement, sur ces matchs couperés, la réussite,
elle a tendance à baisser. baisser, ouais. Parce que la pression, parce que même un tir ouvert, il va être moins rentable. Et c'est là où les experts, vraiment du mid-range comme chez Gilgeous-Alexander, Bien sûr. ils ont toute leur place. Les Kevin Durant, ils ont toujours. Enfin, ces joueurs-là, comme tu dis, en playoff, les Kawhi Leonard, qui ont un bon tir en mid-range, qui, eux, justement, sur leur réussite en point par tir, il est quasiment au même niveau, ce que je te disais, en rentabilité qu'un tir à 3 points. Parce que eux, les très bons shooters à mi-distance, ils sont à plus de 50%. Donc, quand tu regardes en termes de rentabilité en points par tir, on est quasiment au niveau du 1,08 points par tir que le tir à 3 points en moyenne donne. Donc là, tu vois, ça donne encore plus d'ampleur et plus d'importance à ces joueurs-là qui sont capables de justement créer du tir sur du mid-range. Le mid-range n'est pas mort, contrairement à ce qu'on essaie de faire comprendre. Même s'il est moins rentable, il a encore justement son importance sur des moments clés quand tu as des joueurs qui sont capables de les rentrer à haut pourcentage. C'est ça, parce que le contexte aussi de playoff, c'est le moment où ta rotation se réduit, où tu vas mettre le plus possible la balle dans les mains de tes meilleurs joueurs. Et donc finalement, tes statistiques de saison régulière, c'est pas pour dire qu'elles sont pas pertinentes, mais le contexte joue beaucoup, parce que finalement, des joueurs de saison régulière qui vont faire baisser un rendement sur tel ou tel type de tir en saison régulière, en playoff, ça se trouve, ils sont même pas sur le terrain en fait. Oui. Ouais. Tu vois, et que les 3 tirs qu'aurait pris, je sais pas, tel remplaçant du Thunder, finalement, c'est 3 tirs qui vont être pris que par Jalen Williams ou Shai Gilgeous-Alexander, qui sont eux meilleurs dans ce registre-là. Ouais. Petite respiration dans ce podcast, et j'en profite pour vous rappeler la sortie du nouveau MOOC sur la French Touch, un numéro dédié au basket français. Ce numéro est déjà disponible en précommande, donc rendez-vous sur le site basketsession.com, sachant que les frais de port sont offerts encore jusqu'à la fin du mois. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie du podcast. Écoute, je pense qu'on a fait le tour des révolutions précédentes. Passé, ouais. Quelles sont pour toi les prochaines révolutions du jeu ? Alors, c'est toujours très compliqué de prédire ce genre de choses. Moi, ce que je trouve passionnant, vraiment, avec déjà une chose, que ça soit pour le basket ou la musique, moi, j'ai jamais été dans le c'était mieux avant. Ouais. Tu vois, vraiment, c'est pas ma façon de penser. Il y a des choses que tu peux regretter, mais je suis pas passéiste du tout. Et j'ai kiffé le basket des années 90 parce que j'étais gamin et que ça me faisait rêver. Mais je suis pas nostalgique de ça, en fait. On peut être nostalgique de sa jeunesse parfois, Ouais. tu vois, même si c'est pas forcément mon cas, mais je suis pas nostalgique de ça. Donc moi, j'adore les évolutions du jeu. Et ce qui me plaît particulièrement, en fait, c'est la manière dont le jeu est aujourd'hui, je trouve, plus complexe qu'il ne l'a jamais été. En défense, en attaque, il y a plus, ça n'existe plus une équipe qui va jouer flex pendant 40 minutes, tu vois, quel que soit le niveau. En fait, maintenant, ça va être, on va être dans de la lecture, on va être dans la capacité de s'adapter en attaque, en défense, ce qui veut dire que toi, stratégiquement, l'entraîneur, il va devoir avoir différents plans de jeu en attaque et en défense, mais il faudra aussi que les joueurs soient suffisamment malléables et suffisamment la capacité de s'adapter pour pouvoir jouer soit différents styles de jeu, soit même différents postes, en fait. Tu vas voir que là où avant, un meneur était meneur, enfin, c'était 1, 2, 3, 4, 5, ça avait du sens. Aujourd'hui, en gros, tu vas avoir des joueurs intérieurs, des joueurs extérieurs. Des fois, ça va même pas être ça, finalement, la manière dont tu vas les catégoriser. Et ça, je pense qu'on va continuer d'aller vers de plus en plus de complexité, de mobilité, des concepts de défense. On parlait de la défense la dernière fois, mais tu vois, mélange de concepts de défense de zone mêlés avec des principes de défense individuelle. Je pense qu'on va continuer d'aller vers de plus en plus de choses. Et aussi parce que finalement, je trouve que les fans de basket sont aussi comprennent de mieux en mieux le jeu, saisissent de plus en plus les subtilités des choses. Et donc, c'est un élément aussi qui fait plus kiffer les gens que par le passé. J'ai l'impression peut-être qu'ils ont plus l'opportunité qu'on leur explique les choses. Je pense qu'on va aller vers de plus en plus de choses comme ça. Mais c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Oui. Et il y a de plus en plus de toute façon, tu disais, plus en plus d'émissions, plus en plus de vidéos qui parlent de tactique. Donc finalement, comme tu dis, les fans s'enrichissent aussi et comprennent de mieux en mieux le jeu. Tu parlais de flex offense. Enfin, juste pour expliquer, le flex, c'est un écran souvent qui est posé en fait pour le joueur qui se retrouve corner
avec souvent une coupe qui est faite ici. Après, ça peut être un enchaînement d'actions avec. Mais quand tu parles de flex, c'est ça. Hein, Ouais, c'est ouais. des grands points. En gros, j'aurais pu dire, c'est parce que c'est un type d'attaque, j'aurais pu en donner Oui, un autre, oui, mais bien sûr. finalement, il y a des principes où tu vois même l'attaque en triangle, en fait. Ça, c'est, Ouais, ouais. souvent, on nous a posé la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'attaque en triangle? En fait, il y a des éléments de l'attaque en triangle dans tout un tas d'attaques modernes qu'on voit en ce moment. Simplement, c'est plus systématiquement le même processus de jeu offensif pendant 48 minutes. Ouais, justement sur ça, j'avais écouté le CQFR quand vous répondiez à cette question et moi j'avais justement, j'ai pas pris le temps d'écrire en commentaire, mais justement en fait l'attaque en triangle, ce qui était révolutionnaire à l'époque, c'était cette notion d'un spacing qui était, moi j'allais dire organique, qui était bien pensé. Le spacing était bien pensé à une époque où justement le jeu était parfois très resserré. Là, il y avait une notion d'espace qui était clair pour les joueurs. Et c'était en ça que l'attaque des Bulls était révolutionnaire après des Lakers par rapport à ça, cette notion de spacing qui était très bien définie. Aujourd'hui, le spacing, c'est devenu un aspect au centre de toutes les équipes. Exactement. Toutes les équipes. Donc, certes, cette attaque-là, elle est plus utilisée parce qu'elle est plus autant révolutionnaire. Et comme tu dis, il y a plein de principes qui sont repris aujourd'hui. Le split action des Warriors. Donc, le split action, c'est le fait de mettre la balle au poste bas et derrière, des interactions, des écrans non porteurs. Il y a de la mobilité autour du jeu posté. En fait, c'est ça, le split action. Ça, on le retrouve. Voilà, je parlais des Warriors, mais aujourd'hui, quasiment toutes les équipes ont des c'est pas des systèmes, mais en tout cas des principes de jeu après une passe au poste bas. Le blind pig, alors le blind pig, je vais peut-être l'expliquer aussi, c'est cette notion un peu de troisième homme au foot. C'est de pouvoir, quand un joueur, je vais prendre un exemple très simple, vous avez un joueur, par exemple un fort porteur de balle qui est pris en individuel par un joueur, et on va faire appel à un troisième joueur en relais pour que ce joueur puisse la récupérer peut-être derrière en main à main. Mais d'avoir cette notion de troisième homme. Le blind pig, ça a été très utilisé dans l'attaque en triangle et aujourd'hui, il est utilisé dans plusieurs équipes en fait. Ouais. Donc en fait, il y a plein de notions de l'attaque en triangle qui aujourd'hui fait partie intégrante du jeu. Donc c'est pour ça que l'attaque en triangle a disparu en fait. Parce que toutes les révolutions servent le jeu et après, le jeu s'imprègne de ces révolutions, donc c'est plus des révolutions. C'est exactement ça. Il y a aussi le fait que, je te disais, là, j'ai le sentiment que ça n'a jamais été aussi complexe et que finalement, tu peux plus aujourd'hui simplement te contenter d'avoir une façon de jouer et une seule façon de jouer parce que soit les défenses, soit les attaques sont devenues tellement fortes elles ont déjà ce qu'on appelle des counters, des manières de résoudre les problèmes que tu leur poses. Le counter, c'est le contre-move à une action, par exemple. Exactement, et de manière d'annuler ce que tu pensais être le temps fort de ton attaque au contraire, si c'est sur la défense, de prévoir ce que tu vas faire en défense et du coup d'anticiper et de te poser d'autres problèmes à d'autres endroits. Et en fait, maintenant, les entraîneurs, les équipes, les joueurs sont tellement forts, honnêtement, que tu es contraint en fait de te dire on ne pourra pas tout maîtriser, il faut qu'on soit capable de s'adapter. Et pour ça, je te dis, cette notion d'adaptabilité, de fluidité, je pense qu'elle va rester essentielle. Pour parler des prochaines révolutions, moi, il y a un truc, on en avait parlé en off déjà la saison dernière, enfin, il y a quelques mois, en tout cas, sur le côté tout-terrain. Le jeu tout-terrain prend de plus en plus de place dans le basket actuel. On a vu à quel point, on parlait des Pacers aussi, les Pacers sont en train de révolutionner le jeu par ce côté tout-terrain. Le Paris Basketball a révolutionné le jeu par ce côté tout-terrain. Ce côté, il y a le côté aspect rythme. Et cet aspect, en fait, quand on parlait de spacing, finalement, le spacing, il est optimisé quand on engage, quand on peut utiliser vraiment toute la longueur du terrain et pas seulement un demi-terrain. Et des équipes comme Indiana l'ont bien compris et utilisent au maximum justement ce côté jeu open court, comme on dit, donc avoir tout le terrain, le côté ouvert. Et juste pour te donner des stats, tu disais, l'attaque de transition rapporte plus de points que l'attaque sur demi-terrain. Alors, en points par possession, l'attaque sur demi-terrain rapporte 0,98 points par possession, tandis que la transition offensive rapporte 1,24 points par possession. Donc, c'est énorme. C'est énorme, la différence est énorme. Et ça représente même 1,39 points par possession
après une perte de balle provoquée. Donc sur du jeu vraiment de relance contre-attaque. Et 1,16 points par possession après un rebond. Donc là, encore une fois, voilà, quand on parlait de l'influence des statistiques, il y a tout laisse à penser que ce jeu va prendre de plus en plus de place. Ouais. Justement, ce jeu de relance, ce jeu tout-terrain, le jeu des Pacers finalement, avec plus de courses, plus de projections rapides, parce que c'est le moyen le plus efficace de marquer des points. C'est exactement ça. J'avais vu une stat, enfin une phrase que j'avais trouvée parlante qui disait que quel que soit le championnat, quel que soit le niveau, si tu prends la moins bonne attaque du championnat, la moins bonne attaque, son pourcentage de réussite sur du jeu de contre-attaque est toujours plus élevé que le pourcentage de réussite de la meilleure attaque du même championnat sur attaque placée. Donc en fait, ça c'est une notion que tu peux vraiment appliquer. Quel que soit le niveau, quel que soit le contexte, ça reste de toute façon le tir le plus rentable, celui à plus haut pourcentage. Ouais, non, mais t'as tout à fait raison de l'évoquer. Et après, ce qui peut changer, c'est dans les comportements. Tu parlais des postes 5, on parlait en introduction des postes 5 qui relançaient le jeu. Là, on le voit de plus en plus. Jokic, il n'est pas... Mais c'est l'un des meilleurs, en fait. Voilà. Incroyable. Pendant le championnat d'Europe, je ne sais pas si tu l'as vu, Ouais, c'est bien la sûr. première possession du match. Il récupère la balle, un rebond défensif. Je ne sais même pas comment il trouve l'angle. Tu sais, on dirait qu'il lance une chistera, une passe comme ça là, qui fait tout le terrain. Et ouais, il est incroyable. Mais c'est vrai que cette notion-là, tu parlais au début de Bill Russell, c'était de Will Chamberlain. On boucle la boucle, en fait. C'est les grands big men qui ont marqué l'histoire de ce sport. On a parlé d'Arvidas Sabonis, qui était incroyable là-dedans. On aurait pu parler de Bill Walton. Et tu as raison de mentionner Jokic. Ouais. Et bah, justement, ce qui va avec cette révolution par le jeu tout-terrain, c'est le rythme de jeu. Comme je te disais, j'aime bien parler du Paris Basket de Thioma Cizalo parce que pour moi, il a vraiment apporté une révolution. Et on voit que les équipes s'inspirent aujourd'hui énormément du Paris Basket et notamment de ce qu'a apporté Thioma Cizalo en termes de rythme de jeu, des courses à haute intensité. Alors là, j'ai encore une stat qui est parlante. En moyenne, on a atteint les 30 km par match par équipe. Donc il y a les Pacers, les Grizzlies et les Raptors qui ont dépassé les 30 km par match. La première équipe à avoir dépassé ces 30 km par match, c'était les Spurs en 2023-2024. Il y avait les Pacers qui étaient juste derrière et les Kings. Donc je pense que ce côté, justement, on parle d'un sport qui est en train de changer. Et notamment sur l'aspect course, les physiques changent. Ouais. Quand tu regardes le physique des joueurs des années 90, on avait beaucoup de joueurs qui étaient lourds. On pouvait vraiment retrouver même des joueurs en surpoids. Aujourd'hui, ces joueurs-là ont de plus en plus de difficultés à exister dans le basket, en tout cas en NBA, parce que justement, les terrains un peu plus grands avec la ligne à 3 points qui est plus écartée, c'est aussi plus dur de couvrir les espaces. Là, on voit qu'il y a une vraie transformation. On parlait des Pacers, mais OKC en défense a ce côté très athlétique sur les courses à haute intensité, mais en défense. Et là, on voit que c'est en train de changer. Et moi, je pense que ça va aller encore plus loin. Et d'ailleurs, Thioma Cizalo le disait. Il disait sur un clinique que j'ai vu de lui, il disait « J'espère que les équipes vont aller encore plus vite que la mienne. » Parce que nous, on est juste un échantillon de ce que peut être l'avenir. Donc lui, il espère vraiment que... Parce qu'il disait, et d'ailleurs, sur les Grizzlies, c'est l'équipe en NBA qui, en vitesse moyenne, va le plus vite. Ouais. Donc c'est 7,21 km/h. Bon, là, c'est pas très parlant. Mais en réalité, il y a cette notion de faire de plus en plus de courses à haute intensité. Et je pense que malheureusement, ça va créer de plus en plus de blessures comme on en voit. Des ruptures du tendon d'Achille. Ces blessures-là qu'on voyait très peu, finalement, aujourd'hui, elles apparaissent parce qu'on est sur un jeu qui est de plus en plus violent en termes d'effort physique. On les voyait sur des fins de carrière, mais parce qu'en fait, finalement, aujourd'hui, les joueurs ont parcouru beaucoup plus de distance plus tôt dans leur carrière. Et l'intensité a une intensité différente aussi. Voilà. Et c'est aussi la manière de se préparer. Là où je suis quand même optimiste, c'est que je me dis, vu comment fonctionne la science et la science médicale et celle de la préparation physique, c'est que je pense que derrière, la recherche va s'orienter autour de ça et qu'on va trouver aussi une meilleure manière de préparer les athlètes, notamment de plus en plus jeunes, pour ce genre de choses. Mais tout à l'heure, tu parlais des années 90. Il suffit de voir le physique des joueurs et à quel point ça a changé. Dans les années 90, tu voyais des joueurs comme Jim Jackson.
qui étaient des bodybuilders. Alors que Ouais. ils jouaient deux. Si tu regardes, même, c'était assez marrant de voir, tu sais, même Ray Allen ou Manu Ginobili sur la fin de leur carrière par rapport au début de leur carrière, ils étaient beaucoup plus secs, Mhm. finalement, beaucoup moins développés sur le haut du corps et au niveau des pectoraux, des muscles qui finalement ont peu d'intérêt pour la pratique du basket, mais qui étaient surdéveloppés dans les années 90 où les mecs poussaient de la fonte comme s'ils allaient, voilà, comme si c'était des bodybuilders quasiment. Ouais, après, il y avait beaucoup de jeux en post-up. Moi, je me suis mis à la musculation justement par rapport à ça. Pour l'anecdote, Ok, ouais. parce que j'en ai marre de me faire poster Ouais. tout le temps. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je sois plus fort. Et effectivement, aujourd'hui, c'est plus une notion qui est si importante que ça parce que aujourd'hui, il y a des schémas, on a parlé en défense, il y a des schémas de switch Ouais. justement sur la défense en post-up où finalement le petit qui est ciblé, il y a le scrum switch, c'est-à-dire de switcher au moment de la passe pour justement annuler cet avantage pour l'adversaire. Donc, ouais, aujourd'hui, de toute façon, le jeu, la vitesse, elle est encore plus importante que dans les années 90. Enfin, c'est une notion hyper importante. Et je suis d'accord. Et même, il n'y a pas que la vitesse. Quand on pense vitesse, on pense à vitesse de course, mais il y a aussi la vitesse de la prise de décision. Et maintenant, quand on regarde un petit peu les gens qui sont un peu leaders sur ces questions-là, la notion de 0 second, le fait de Ouais. prendre une décision le plus vite possible sur des fondamentaux, les fondamentaux qu'on connaît tous. En gros, en Ouais. attaque, c'est je passe, je dribble ou je shoot. C'est essentiel maintenant de pouvoir le faire de plus en plus vite et on le voit de plus en plus. Et en fait, les joueurs qui n'ont pas cette capacité, on les voit de plus en plus aussi. On les repère de plus en plus. Ouais, ils jouent de moins en moins aussi, Ouais. ces joueurs-là. Tu parlais c'est les Spurs qui ont popularisé cette notion de 0.5, donc 0,5 secondes pour prendre une décision, justement avec leur Beautiful Game. Ouais. C'était ça l'idée. L'idée de prendre des décisions rapidement pour complexifier le travail de la défense. Et comme tu dis, ça crée des joueurs de plus en plus intelligents aussi. Oui. Et une autre révolution, je pense, c'est peut-être la fin de l'ère des 3 points. On le voit, c'est en train de se stabiliser en termes de, justement, je te parlais des chiffres de tir pris. Peut-être que cette notion, elle va revoir à la baisse parce que, comme on le disait, quand tout le monde fait ce que tu fais, c'est plus une révolution. Aujourd'hui, tout le monde prend des tirs à 3 points. Et tu sais que pour la première fois en NCAA, le point par tir, du tir à 2 points, est devenu supérieur au tir. Ouais. C'est Jordan Sperberg, qui est un spécialiste de la NCAA Division 1, qui a publié justement ce chiffre-là il n'y a pas très longtemps. Donc, ça a peut-être donné des idées aussi. Se dire, le 3 points, au fur et à mesure, il sera peut-être moins rentable on l'a vu, il est déjà moins rentable que d'autres tirs, donc, que le tir au cercle. Donc, peut-être que cette obsession du tir à 3 points, elle va peut-être, en tout cas, se stabiliser et peut-être pas disparaître parce qu'il y aura toujours autant de tirs à 3 points. Maintenant, voilà, ça fait partie du jeu. Et de se dire, les équipes vont peut-être miser sur d'autres aspects, peut-être le mi-distance, comme tu en parlais tout à l'heure. Je pense aussi qu'il y a eu forcément un effet de trop. Mais pour autant, en fait, quand tu regardes des gamins s'entraîner ou jouer avant que l'entraînement commence, ils veulent tous tirer à 3 points. Donc, il y a quand même une expertise dans le tir longue distance. Je pense qu'il ne va pas revenir en arrière. Par contre, ce qui va se passer, notamment à haut niveau, j'imagine, c'est qu'on va se reposer la question de savoir quel joueur on va laisser prendre ou non ce type de tir et qu'il y a un rééquilibrage qui va se faire par ça. Mais par contre, sur le volume, en fait, je suis d'accord. Par contre, sur l'importance du tir à 3 points, notamment pour les joueurs experts et de très très haut niveau, je pense qu'on ne reviendra pas vraiment en arrière là-dessus. Non, mais de toute façon, c'est ce qui va te permettre d'ouvrir des espaces aussi pour les tirs au cercle. Donc, ces joueurs-là vont être peut-être encore plus clés dans la construction des équipes. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, maintenant ça me revient en tête, sur la vitesse. C'est pas seulement la rapidité, c'est la vitesse de prise de décision. Et c'est là où les Pacers aussi se distinguent de toutes les autres équipes. C'est que Tyrese Haliburton, vraiment j'insiste sur ce joueur, parce qu'il est incroyable sur ça. C'est cette notion de voir vite, lâcher vite. Et cette équipe des Pacers, en termes de rythme de jeu, de temps par possession par joueur, il est très très faible. Donc, le ballon est lâché vite, ils prennent beaucoup de décisions rapides. Et pour moi, c'est une des grandes révolutions, justement, avec ce que disait le jeu tout-terrain. C'est ce jeu, finalement, fait de mouvements, fait de courses, mais justement de décisions rapides.
Ouais, et ce que j'aime beaucoup, moi, je te rejoins sur sa lecture, hein, franchement, il est. Après, voilà, c'est un joueur, il n'est pas dans la lecture de son défenseur, il est dans la lecture de l'aide, en fait. C'est Et ça. parfois, là où il bat les défenses, c'est parce qu'il a repéré les espèces de patterns défensifs et il anticipe sur ce que la défense va faire. Et moi, ce que j'aime beaucoup, et là où je te rejoins sur cette notion de jeu tout-terrain, c'est que c'est un meneur qui n'hésite jamais à lâcher la première passe, en fait. C'est ça. Et qui a compris que l'important, c'est pas que lui avance, c'est que le ballon avance, en fait, le C'est plus ça. vite possible. Et là aussi, en fait, parfois, alors, il y a différents types, différents profils de jeu. Tu vois, c'est aussi une des forces de Nikola Jokic. On parlait des passes de relance. C'est une chose que j'adorais chez Jason Kidd, qui avait ça aussi, cette capacité à tout de suite lâcher la toute première C'est ça. passe et à pas avoir besoin de faire les 2-3 dribbles de plus. Mais ouais, c'est hyper intéressant, cette notion. Je faisais un parallèle avec Sergio Busquets. T'as un commentaire sur ça, vu tes connaissances dans le foot. J'ai pas Mais voyé. il y a cette idée aussi dans le foot de passe clé. Finalement, c'est la passe qui crée le Oui. décalage. Et justement, Haliburton, il est très fort sur ça et ça va pas forcément se retranscrire dans les statistiques parce que c'est pas forcément lui qui va avoir la passe Oui. décisive, c'est un autre joueur. Mais pour te dire, à quel point ce joueur est formidable, ça reste quand même un playmaker incroyable qui a des statistiques incroyables en termes de passes décisives, mais il crée encore plus de jeux que ce que nous on voit sur les statistiques brutes. C'est vrai, ouais. Donc c'est incroyable. On parlait de l'attaque tout-terrain, mais du coup, il y a forcément la défense qui entre en compte. Et je pense que justement, les défenses tout-terrain vont aussi avoir de plus en plus de place, notamment les défenses de zone. Et de manière générale, les défenses de zone, on en a vu de plus en plus lors des derniers playoffs. Je crois que c'est passé à une fréquence de quasiment 10%. C'est énorme. Ouais. Hein. C'est pour certaines équipes de défendre plus de 10% du temps en défense de zone. Pour la NBA, c'était inconcevable dans les années, même il y a 5 ans, où il y avait 2% de défense de zone en termes de temps passé à défendre en zone. Là, on est passé à plus de 10% pour certaines équipes en play-off, dont les Nuggets. Pour moi, ça, c'est aussi une révolution qui va être notable. Ces défenses de zone, notamment des défenses de zone tout-terrain au niveau professionnel. Ouais, et tu fais bien d'insister sur tout terrain parce que c'est quelque chose qu'on voyait quand même très rarement en NBA, même des presses tout terrain parce qu'on disait non, les porteurs de balles sont trop forts, trop explosifs. Et en fait, maintenant, on le voit de plus en plus en sortie de temps mort. Il va y avoir alors sur une vraie presse ou une fausse presse, en fait, l'un ou l'autre, pour essayer de faire perdre du temps. Et oui, là-dessus, je te rejoins complètement avec toujours ces notions de défense combinée, de complexifier encore une fois le temps de lecture et de compréhension de l'attaque en multipliant les options. Oui, parce que finalement, si les équipes jouent de plus en plus vite après avoir encaissé un panier ou même après un rebond, la défense, elle va s'organiser. Les défenses vont s'organiser pour contrer ça. Et moi, j'ai pensé à ça, tu vois, des défenses de zone, peut-être que ce sera autre chose. Peut-être que ce sera des nouveautés par rapport à la défense tout-terrain, à la façon de jouer le rebond défensif. Tu vois, on est peut-être aux prémices du truc. Il y a peut-être beaucoup de choses à creuser là-dessus. Mais je pense que c'est intéressant de voir à quel point, justement, les évolutions en attaque vont aussi révolutionner les défenses. Et je pense aussi, tu vois, sur ces questions d'évolution, tu parlais du jeu posté. Ouais, et d'ailleurs, on le voit un petit peu. Hein. Ça reviendra forcément parce qu'en fait, il y a un espace qui a été libéré qui sera forcément à nouveau intéressant à occuper. A fortiori, si les défenses savent moins bien gérer ce type de position, c'est tout. C'est ça que franchement que moi j'adore avec le basket parce que c'est le sport que je connais le mieux et qui m'intéresse le plus. Mais tu peux pas rester sur tes acquis en fait. Tu es toujours obligé de te reposer les bonnes questions dans le bon ordre. Pourquoi on fait les choses? Quel est l'objectif final? Et après, le comment on fait, il vient après. Le comment, il vient toujours après le pourquoi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve passionnant. Et dans les dynamiques qui changent par rapport au post-up, aujourd'hui, on a des joueurs, par exemple des meneurs de jeu type Brunson, qui vont jouer plus de post-up et justement ça va redéfinir ça va redéfinir aussi les défenses, les spacings. Si c'est un meneur de jeu très fort en post-up, finalement ça existait dans les années 80. Sam Cassell était très fort sur le jeu en post-up notamment, mais c'est vrai que oui, le post-up n'a pas disparu aussi. C'est juste qu'il faut trouver les bons joueurs, quand on parlait d'efficacité, c'est ça, c'est trouver de toute façon la manière de mettre des joueurs dans la meilleure efficacité possible, meilleure position possible. Et certains joueurs vont sur le post-up sont très forts et c'est pas forcément des postes 5. Mais c'est ça que j'adore dans le jeu moderne et on va continuer d'aller dans cette direction-là. Je pense c'est que j'ai l'impression qu'on est un petit peu sorti de la manière
tu vois, la façon dont on envisageait le basket, où on disait il faut que les joueurs rentrent dans des cases Mhm. qui correspondent à ce que nous, on a en tête. Et que maintenant, si tu regardes, par exemple, ce que Denver, à la manière dont Denver s'est servi de Jokic, c'est qu'en fait, non, ils ont. Ou ce que Houston est en train de faire avec Alperen Sengun. Et moi, j'avais peur que Houston rate le coche avec Sengun. Franchement, sur ses premières saisons, je trouvais plein de talents. Je me disais, ils vont passer à côté du joueur, ils vont pas savoir l'utiliser. C'est de se dire, bah non, ce joueur-là qui est très fort, il sait faire ces choses-là. Maintenant, il faut qu'on s'organise pour faire ce que tu disais, le mettre dans les meilleures situations d'exploiter ces choses-là. Mhm. Et s'il arrive à les exploiter, ça va nous ouvrir d'autres choses à côté. Et le fait finalement de remettre les joueurs et les joueuses au centre du jeu. Mhm. Et tu vois, de sortir des carcans un petit peu et des idées reçues et vraiment remettre les joueurs et les joueuses au centre du projet. Ouais. Pour finir, moi, j'ai ce dernier point, c'est le tall ball. Justement, on a le MOOC ici, ceux qui regardent sur YouTube, sur le small. Et dans le MOOC small, il y a justement un article que j'ai rédigé justement sur la place des petits au basket. Je pense que, on l'a vu, de toute façon, c'est un jeu, mine de rien, qui est de plus en plus discriminant aussi, parce que qui dit petite taille dit mismatch à exploiter, et c'est de plus en plus compliqué et même discriminant envers les mauvais shooters. On en parlait tout à l'heure, ou des joueurs qui n'ont pas certaines capacités à prendre des décisions rapidement. Mais il y a cette notion de, quand on parlait de small ball, le small, en fait, ça ne traduit pas le fait d'être petit ou non. C'est plus le fait, justement, d'avoir différentes compétences. Et ces différentes compétences, les joueurs de grande taille ne l'avaient pas forcément. Tandis qu'un ailier de 2 mètres, tu parlais d'Iguodala, on parlait d'Harrison Barnes, de Draymond Green, c'est finalement des joueurs qui sont de taille, entre guillemets, moyenne par rapport à un intérieur ou un pivot classique, mais qui ont de la longueur, qui sont forts au sol et qui sont capables de défendre sur tous les postes, qui sont capables de défendre à l'intérieur, à l'extérieur. Et finalement, le tall ball, c'est ça, et c'est la version aussi en attaque où tu as de plus en plus de porteurs de balles qui font 2,10 m. Moi, je pense vraiment à cette équipe du Magic. Les gens le savent, je suis fan du Magic. Mais tu as Paolo Banchero, tu as Franz Wagner. On a vu les dégâts de Franz Wagner lors de l'Eurobasket. Le jeu open court, on parlait du jeu tout-terrain. Et lui, il a vraiment... Il s'est révélé sur ça. Il est fait pour ça. À Orlando, il le joue peu parce que le style de jeu, c'est pas ce style de jeu à Orlando. Mais on a vu ce qu'un porteur de balle de 2,10 m est capable de faire sur jeu tout-terrain. Donc, ils ont Paolo Banchero, mais ils ont aussi Anthony Black, qui est un meneur de 2,1 m. Ils ont recruté à la draft Noah Penda. Ils ont Jonathan Isaac. On peut s'imaginer un 5 de départ complètement fou où en fait, tu as des mecs déjà qui sont capables de switcher de 1 à 5. Mais en termes de compétences, après, c'est là où c'est plus difficile pour Orlando, c'est en termes de compétences offensives. Mais je pense que l'idéal du basket, et il y a de plus en plus d'équipes qui se construisent comme ça, notamment en KC, d'avoir justement ce sorte de compromis parfait entre taille et compétences technico-tactiques. Oui, ça, je te rejoins complètement. C'était un petit peu l'objet du MOOC Small, et c'était notamment l'article sur le small ball, c'était de dire, mais de quoi on parle en fait? Parce qu'on parle de small ball, mais qui sont joués que par des mecs qui font tous 2 mètres. Donc, est-ce que c'est vraiment du small ball? Non, c'est juste qu'en fait, il n'y a pas un intérieur type tel qu'on les imaginait par le passé. Et cette réalité qui était le postulat de base du basket et qui finalement reste vrai, c'est que à la 47e minute, le mec qui fait 2,16 m, il fait toujours 2,16 m. Il peut être fatigué ou pas, mais il a toujours un avantage pour un sport dont la cible est placée en hauteur, qui reste important et parfois qui est déterminant. Ouais, on parle de hauteur, mais on parlait aussi du côté horizontal avec OKC. Ouais. Et justement, là où ça change et pourquoi je parle de tall ball, c'est qu'aujourd'hui, on voit avec un Wembanyama, on a un joueur de 2,24 m qui est capable de porter la balle, qui est capable de tirer à 3 points. Je te parlais de Franz Wagner, de Paolo Banchero, des joueurs de 2,10 m, c'est des tailles quasiment de pivot en fait. Et aujourd'hui, on va se retrouver potentiellement avec une équipe qui va aligner un joueur plus petit. Le plus petit en taille, il fera 2,6 m. Et finalement, c'est une équipe qui aura toutes les compétences en défense et en attaque. Je pense que c'est ça la dernière évolution, rêvée en fait, pour une équipe d'avoir ces joueurs-là, grands et compétents partout, capables de bouger, capables de tirer, capables de prendre des décisions, de passer. Je pense que ce serait l'idéal.
Après, ça va être très difficile de réunir sur une même équipe parce que tu as les contraintes du jeu. Oui. Mais je sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à ça. Si, je pense que ça sera. De toute façon, ça va être une des tendances, c'est sûr et certain, sachant qu'il y aura toujours de la place pour des joueurs de tous les formats, en fait. Parce que si tu es dominant, tu es dominant. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, on se demande, ouais, Shaq dans le jeu moderne, mais Shaq dans le jeu moderne, il plierait tout, en fait. Ses forces étaient tellement fortes qu'elles le seraient dans n'importe quelle ère. Et tu parlais du Magic, mais je sais qu'on en avait parlé. On se disait aussi pour l'équipe de France, potentiellement. Bien quand on sûr, voyait, bien sûr. Riza Shea, Bilal Koulibaly, Alexandre Sarr, Victor Wembanyama, nous aussi, finalement, à l'échelle nationale, on se dirige vers une équipe très grande, quoi. Mais là, on parle que des gars qui sont déjà en NBA. Mais comme je te disais, il y a Noah Penda Bien qui sûr. arrive. Il y en a d'autres. Il y a Mohamed Diakité là, qui va sans doute se faire drafter l'année prochaine, qui est long. Bah, moi, je l'ai vu au camp Epsilon. Ouais. J'ai même défendu sur lui sur certaines séquences. Il est énorme. Enfin, il est très, très long. Et il y a Nathan Soliman aussi qui est avec l'INSEP. Nathan Soliman qui sur un tournoi ANGT jouait porteur de balle. Moi, je trouve ça hyper intéressant de le développer comme ça à 14-15 ans, de voir un gars qui normalement joue au poste de pivot, non, porter la balle sur un carton entier. Enfin, moi, je trouve ça hyper riche et c'est vrai qu'en France, on a cette richesse-là en termes de profil physique et on essaie de les développer dans ce sens-là. Alors, pour Nathan Soliman, c'est vraiment au Pôle France qui le développe comme ça. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une très bonne chose. C'est que Victor Wembanyama s'est développé comme ça, mais un peu, voilà. Par lui-même. Par lui-même avec ou son par entourage, par ses clubs. Donc, je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir cette polyvalence, mais globale, en fait. Ouais. Est-ce que tu as un autre point à ajouter? Est-ce que tu vois une autre évolution ou selon toi, on a fait le tour? Non, après, je pense que les évolutions, elles viendront du jeu. Des règles, pardon, aussi. Non, déjà une chose, elles viendront des joueurs. Déjà, les évolutions, elles viennent des joueurs. C'est la première chose. Finalement, on en est là aujourd'hui parce que Stephen Curry a développé des aptitudes et que derrière, ça a fait boule de neige. Je pense que les évolutions viennent des joueurs avant tout. L'autre question, ça sera l'évolution des règles. Parce que c'est... Et là, il y a des choses... Parfois, ça peut... m'inquiéter un petit peu parce que vas-y. Est-ce que tu penses qu'il y a des règles qui vont s'ajouter, qui vont être modifiées dans les années à venir en NBA ou même en Europe? On entend parler, tu vois, j'espère, il y a des règles dont on entend parler, moi ça me ferait peur, tu vois, s'il y avait une ligne à 4 points. Ah oui. Tu vois, ou quand je vois le dernier All-Star Game WNBA où il y avait des spots sur le terrain en s'inspirant, je crois, de la Big Three League d'Ice Cube, c'est pareil, où les paniers valent plus à tel endroit ou tel endroit. Ça, c'est des choses qui me feraient peur, en fait, parce que je me dis, non, c'est dans ma conception à moi, peut-être archaïque, ça irait contre quand même l'idée du jeu, quoi. Ouais. Et globalement, j'ai le sentiment aussi que, tu vois, la NBA a parfois changé ses règles quand ils avaient rapproché la ligne à 3 points. Après, ils se sont rendus compte, non, ça concentrait tellement la défense que il n'y avait plus d'espace, donc ils l'ont réécarté. J'ai le sentiment, là, de plus en plus, on entendait parler, les gens se plaignent du nombre de tirs à 3 points pris ou du fait qu'ils trouvent que les défenses sont moins agressives que par le passé. J'ai l'impression que le jeu trouve toujours le moyen de s'équilibrer par lui-même. Tu vois, cette notion de balancier, là. Et je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de toucher tout le temps aux règles, en fait. Ok, d'accord, très clair. J'espère aussi que ça ne va pas bouger. Moi, j'espère juste une uniformisation des règles. Parce que c'est quand même, bien sûr, c'est quand même un sport très bizarre où dans certaines parties du globe, c'est pas les mêmes règles, c'est même pas les mêmes dimensions. Et je trouve que c'est vraiment perturbant pour le consommateur, le spectateur basket qui comprend pas, qui va regarder un match NCAA, qui va voir, ça joue en demi-temps. Non, mais ça n'a aucun sens. 35 secondes. C'est fou. Il y a des ligues qui font des lignes à 4 points, mais ça ne sert pas le jeu. Pour moi, ça ne sert pas le jeu. Complètement d'accord. C'est pour ça que quand FIBA, on a reculé la ligne à 3 points, j'ai jamais compris pourquoi on ne la faisait pas tout de suite passer à la même distance que la NBA. Outre, si, c'est toujours des jeux de pouvoir de vouloir dire, mais non, nous, on ne copie pas. Mais en fait, à un moment, je suis d'accord avec toi. Faut qu'il y ait une uniformisation. Sur le temps des matchs, je suis un peu plus partagé parce que voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin, nous, en FIBA, de passer à 48 minutes, par exemple? Je ne suis pas sûr. En NBA, c'est comme ça. Je pense que ça ne changera pas pour un ensemble de raisons qui sont avant tout historiques. Voilà, le nombre les moyennes de points, etc. Mais non, sinon... Alors, il y a des règles ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast que j'aimerais bien voir changer en NBA.
Si, allez, je t'en donne une quand même, uniformisation que j'aimerais voir en NBA, c'est sur les temps morts en fait. Il y a trop de temps morts en Ouais. NBA. Je trouve que le jeu est vachement plus intéressant de ce point de vue-là dans le basket FIBA parce que les joueurs sont obligés de trouver les solutions par eux-mêmes. Ouais, alors après, en FIBA, le problème, notamment sur les matchs d'Euroleague, il y a énormément de coupures dues aux arbitres qui vont regarder et c'est horrible à suivre. Je suis d'accord. Très, très sincèrement, Moi, c'est on horrible. avait parlé, on n'était pas tout à fait du même avis. Moi, j'aime pas du tout l'arbitrage vidéo. Je trouve que ça devrait être dans les mains des arbitres uniquement et bien plus. Il devrait y en avoir beaucoup moins. Ouais, bah, on est aligné sur ce point. En tout cas, j'espère que cette émission vous a plu. J'espère que ça t'a plu, toi, Théo. Si, c'était carrément cool de confronter nos idées comme toujours. Et bah, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre, quelles sont vos révolutions, vos idées de révolution pour le basket. Et nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle émission. On aura peut-être Théo, peut-être pas. On verra. Suspense. Ciao. Ciao.